Et nous y voilà, ça y est Fulbert, on est en direct, c'est parti, on s'est connecté à notre communauté. Bonjour Fulbert. Bonjour Emmanuel, bonjour Swazik, bonjour à tout le monde. Très bien, on est très heureux que tu sois parmi nous pour ce talk by Perf & Go du jeudi 30 mars 2023. Alors il est 16 heures pile, on est très heureux de démarrer à l'heure. On va, si tu me le permets, Fulbert, je vais présenter rapidement à nouveau pour les personnes qui ne connaissent pas le format du talk by Perf & Go. Ça va me prendre quelques minutes. Et puis, tout simplement, ensuite, tu te présenteras en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis, on démarrera notre échange. Ça te va ? Très bien. Ok, parfait. Alors, d'abord, merci beaucoup à tous de nous suivre. Vous allez arriver, comme de coutume, au fil du talk, en tout cas dans les 10 premières minutes, souvent les personnes se connectent. Je tiens à remercier ceux qui sont présents. Je tiens à remercier à nouveau Fulbert d'avoir accepté notre invitation. On a la chance aujourd'hui d'être modéré par Swazik Merdrignac en personne. Donc, on en est très heureux et je la remercie d'avoir pris cette modération au pied levé puisque Emma n'a pas pu se libérer finalement. Alors, le talk by Perf & Go, c'est un format qui maintenant a démarré il y a 2 ans à peu près et qui émet l'hypothèse que le capital humain est le premier asset de l'organisation. Et donc, on essaye avec nos invités dirigeants RH, de réfléchir autour de cette hypothèse et évidemment de la valider. On a un parti pris, hein, Fulbert, on ne va pas se mentir. On a un parti pris, c'est de effectivement valoriser et de promouvoir le rôle et l'importance du capital humain dans l'organisation pour qu'il soit pris à sa juste mesure et que l'ensemble de l'organisation puisse en bénéficier correctement. Donc, il s'agit vraiment dans ce talk pendant 60 minutes avec Fulbert BI, en l'occurrence, directeur central de la CIE, de discuter cette hypothèse et de nous assurer qu'on prenne en compte pleinement la relation du capital humain à la stratégie de développement et de croissance de l'organisation. Et que donc on considère cela en termes d'investissement, de retour sur investissement avec donc dans la mesure du possible des indicateurs de mesure d'impact et de mesure tout simplement sur le bénéfice que les décisions RH apportent dans l'organisation. Voilà, en quelques mots, c'est cela. Perf & Go, c'est une filiale de Smart Metrics. Perf & Go adresse les enjeux du capital humain avec une expertise en assessment et en évaluation des compétences comportementales en particulier. Ça sera probablement un sujet qu'on va traiter. Mais je m'arrête là, je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Je suis Emmanuel Henao et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Fulbert Bey-Togba, directeur central de la CIE. Rebonjour Fulbert. Bonjour Emmanuel, tout le plaisir est pour moi. En tout cas, bonjour à tout le monde. C'est avec un réel plaisir que je participe à cet échange et qui, je l'espère, avec tous les participants, va nous permettre de nous nourrir mutuellement de nos expériences en matière de gestion des RH, mais aussi de management d'entreprise globalement. Voilà. Très bien. Fulbert, tu as une longue et riche expérience. Tu partages régulièrement cette expérience et finalement ta réflexion construite au cours de toutes tes années professionnelles dans des panels ou dans des conférences. Tu as écrit également des ouvrages pour exprimer ce que tu avais à partager. Est-ce que tu peux, pour te présenter justement, nous redire un petit peu quelles sont quelle est ta vision globalement de ton métier et de ta fonction? Très bien. En tout cas, effectivement, ma conviction, elle est toute faite, elle est simple. Aucune entreprise ne peut se passer de son capital humain. Donc ça, c'est une évidence. Le dire ainsi, ça paraît si simple, mais il n'y a qu'à voir au quotidien. Voilà, on l'a vu avec la crise de la Covid, comment le capital humain se situe au cœur de l'entreprise.
Donc, cette conviction étant faite, par expérience, effectivement, nous mettons en œuvre un certain nombre d'actions et de process autour du capital humain pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Mais il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que dans les ressources humaines, il y a le H, voilà, qui renvoie à l'humain, mais nous travaillons pour les objectifs business de l'entreprise. Donc, si l'entreprise a besoin de ressources, c'est parce qu'elle a des objectifs à atteindre, des objectifs en termes opérationnels, financiers, sociaux et tout cela. Voilà. Donc, en clair, le capital humain, c'est le socle de ce que est l'entreprise. Et il y a quelqu'un qui disait que la pérennité de l'entreprise dépend de deux choses, son capital humain et puis l'innovation. Voilà, et l'innovation. Donc, voilà ce que je peux dire d'entrée. Très bien. Alors, tu as mentionné d'emblée la crise du Covid, qui a été un bouleversement, un accélérateur de transformation. Puisque tu l'as évoqué, tu dirais que, en tout cas dans notre contexte, puisque ce qui nous intéresse, alors je ne te l'ai pas dit, mais notre communauté et les personnes qui suivent le talk en direct ou en différé, c'est une communauté de professionnels RH élargie qui dans toute l'Afrique francophone. Donc c'est vrai que c'est intéressant même si on a souvent des chiffres ou voilà, des infographies qui ramènent des indicateurs un peu globaux ou occidentaux, c'est intéressant de se projeter dans notre contexte. Dans notre contexte, Fulbert, justement, cette crise, qu'est-ce que toi, concrètement, elle t'a permis de faire, d'accélérer en transformation et d'innovation? Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oh oui, très rapidement, effectivement, la crise nous a permis d'accélérer les changements auxquels on ne devrait pas échapper, voilà, à terme. Donc, la crise nous a permis de les accélérer assez rapidement. Il n'y a qu'à voir que notre stratégie de gestion des ressources humaines sur la période 2023-2026 a retenu un axe assez important qui concerne la performance des équipes RH, mais à partir de la digitalisation des process. Et à ce niveau, on a par exemple trois éléments clés que nous avons visés, notamment mettre en place, faire évoluer notre système d'information RH pour favoriser les activités collaboratives, que ce soit avec les équipes RH, mais en dehors des équipes. Il y a aussi l'automatisation qu'on a poussée d'un certain nombre de tâches rébarbatives ou chronophages, mais tout cela nous permettra à terme de gagner assez de temps, ce temps qui va nous permettre de faire de l'analytique RH, parce que les décisions RH doivent être motivées et elles doivent être arrimées à des faits, à des choses qui se passent au sein de l'entreprise. Donc, à partir de cet instant, les processus comme la mobilité, le recrutement, la formation ou le développement des compétences ont été largement impactés par ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en termes de transformation. Mais à côté, on a mis en place justement un projet qu'on a appelé le nouvel engagement salarié, donc qui nous permet de travailler à partir d'un certain nombre de jalons à l'amélioration de l'expérience collaborateur. Parce qu'on a vu qu'au cœur du Covid, de la crise de la Covid, il fallait, l'expérience collaborateur y était en grande partie, parce que quand il s'agissait de développer de la proximité avec des équipes qui étaient à distance ou du fait de ce que personne ne pouvait sortir, entre autres, que les gens étaient confrontés à des situations qu'ils étaient amenés à gérer seuls. Mais dans cette situation, avoir une voix qui vient des ressources humaines, qui vous parle, qui cherche à comprendre ce que vous vivez, de comment est-ce que les équipes peuvent vous apporter un appui considérable et tout, développer cette proximité-là nous a permis de comprendre qu'au cœur de la crise se situait justement cette notion d'expérience collaborateur.
Est-ce que tu as alors tu as mentionné beaucoup de choses dans cette, on va dire, dans cette réponse. Tu as parlé d'analytique RH, donc la capacité à finalement attribuer du temps ou des ressources pour des tâches à forte valeur ajoutée, en tout cas pour des actions à forte valeur ajoutée, grâce à la digitalisation. Tu as mentionné l'engagement. Ça fait aussi, ça renvoie aussi probablement à l'idée de nouvelles compétences. Mais sur ce que tu viens et on va parler de tout cela, ce par quoi tu viens de terminer sur justement la proximité, est-ce que tu as un exemple que tu pourrais nous partager où finalement vous vous êtes rendu compte à quel point on pouvait établir une relation nouvelle et à très forte valeur ajoutée avec les collaborateurs grâce à ce processus que tu viens de décrire, quelque chose de relativement concret et qui a un impact sur les métiers, qui a un impact sur le business de ton entreprise. Oui, oui, bien sûr. Les premiers cas de Covid, par exemple, personne n'en avait une expérience ici. Et donc, quand on a eu les premiers cas de Covid, il y avait de la peur d'approcher ses collaborateurs comme nous sommes aux ressources humaines et qu'il fallait communiquer à l'État les statistiques pour permettre au ministère de la Santé de traiter la situation au niveau national. Et donc, quand les premiers cas se sont affirmés, on avait le cas d'un collaborateur qui était clé dans notre processus, qui était à la paye, et donc au niveau même des ressources humaines. Et donc, ce collaborateur qui était chez lui, parce que confiné, il n'avait plus de contact aussi bien avec sa famille très proche qu'avec ses collègues, parce qu'on était vraiment dans les premiers instants. Et là, ce qu'on a essayé de développer au niveau des ressources humaines, c'était de faire en sorte que au moins 3 ou 4 fois dans la journée, qu'il puisse avoir l'occasion d'échanger avec à la fois des équipes RH qu'avec son manager, et certains de ses collaborateurs. Donc, on a organisé ce process-là de façon à ce qu'ils ne se sentent pas seuls en ce moment précis et qu'il ait toujours cette envie-là de continuer à mener l'activité en sachant que derrière, il y a toute une famille qui le soutient et tout cela. Voilà. Donc, voilà un exemple concret. D'accord, ok. Et donc là, cette fréquence de communication, ce dispositif de collaboration et donc de soutien, sorti de la crise, et donc facteur d'engagement, hein, si je comprends bien, c'est comme ça que tu le présentes, c'est un facteur d'engagement et de maintien de la qualité ou des standards de la tâche effectuée, sorti de la crise et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en gardez? Comment est-ce que vous avez réussi à intégrer peut-être des choses qui sont nées dans l'urgence ou dans cette crise et aujourd'hui qui bénéficient de manière durable à l'organisation et à la culture de l'organisation? De la crise, nous avons d'abord communiqué sur ce qui a été fait pendant la crise, parce que ceux qui n'étaient pas touchés directement ne pouvaient pas comprendre ce qui a pu se faire. Donc là, d'un point de vue, on peut le dire, marque employeur, donc nous avons communiqué pour montrer aux uns et aux autres que tous ceux qui étaient touchés directement par cette crise-là n'ont pas été laissés pour compte et que l'entreprise était là, à leur côté, et que chaque fois que ce genre de situation se présenterait, l'entreprise jouerait sa partition. Donc, premièrement. Deuxièmement, sortie de la crise, les outils collaboratifs qui ont été développés à chaud dès les premiers instants ont été maintenus et même améliorés. Ce matin encore, j'étais en réunion avec nos équipes de la partie IT, comment développer, améliorer cette culture-là digitale à partir des outils collaboratifs que nous utilisons aujourd'hui. Certaines formations à travers ces outils digitaux, la plupart des réunions à travers ces outils collaboratifs, de façon à ce que derrière, on puisse continuer à être efficace tout en les utilisant. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont été, qu'on a hérité de la crise et qu'on essaie de perpétuer, sinon d'améliorer. D'accord, c'est très clair. Il y a encore une fois plein d'éléments que tu as mentionnés qui méritent d'être développés.
Tu as mentionné la marque employeur. On sait qu'une grande entreprise, elle développe évidemment des produits et des services et que la marque, sa marque ou ses marques deviennent les vecteurs de sa réputation, mais aussi de sa valorisation. Comment justement le capital humain aujourd'hui contribue à valoriser la marque d'une entreprise, d'après toi, toujours prenant évidemment dans la mesure du possible un exemple, enfin ta pratique. Mais donc, quelle est cette relation, comment tu décrirais cette relation aujourd'hui entre la marque ou les marques de l'organisation et le capital humain? Alors, déjà, il faut se dire que l'enjeu ici, c'est vraiment l'attractivité, hein, l'attractivité et la fidélisation. Donc, à partir de cet instant-là, on peut imaginer deux types de discours. Il y a le discours de l'entreprise et il y a le discours sur l'entreprise. Le discours de l'entreprise que l'entreprise devrait pouvoir maîtriser, voilà, parce que elle qui prend l'initiative. Et puis, il y a le discours sur l'entreprise, mais qui va forger la réputation et l'image que les candidats et même les salariés, puisque ça s'adresse à la fois à l'interne et à l'externe, les candidats et les salariés pourraient se faire de cette entreprise-là. Donc, vous voyez, par exemple, sur les 3 dernières années, nous avons, par exemple, recruté environ 600 à 700 personnes dans les métiers de l'électricité. Et d'ici 2026, c'est près de 300 ingénieurs, par exemple, que nous allons recruter. Alors, dans ces conditions-là, si nous n'avons pas une image employeur qui soit à même d'attirer, ça va être difficile. Donc, c'est pour cela que nous avons formalisé notre marque employeur de façon à ce que sur un certain nombre de supports, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, que nous puissions être présents avec des éléments factuels qui parlent de nos métiers, qui parlent des hommes qui travaillent dans le secteur de l'électricité, qui est un secteur hautement technique, mais avec derrière des femmes et des hommes qui y vont. Nous travaillons par exemple à améliorer le taux de féminisation qui est aujourd'hui autour de 25%, mais que nous voulons passer à 30% d'ici les 3 années à venir, surtout dans les métiers techniques. Voilà, dans les métiers techniques. Donc, pour dire que ici, l'enjeu, il est là. Donc, si aussi derrière, nous avons tissé des relations. Par exemple, on a mis en place des partenariats écoles avec l'INP, par exemple. On est en train de discuter avec DESIE à Ouaga, avec ESATIC qui nous fournit aussi des ingénieurs en matière de développement informatique. Et donc, des actions comme ça, on a aussi organisé une série d'actions avec des candidats pour leur présenter les métiers avec les hommes et les femmes de l'entreprise. Donc, l'un dans l'autre, ce sont des actions qui, c'est un faisceau d'actions, mais dont l'objectif est d'arriver dans une forme de cohérence à mieux présenter notre entreprise, mais aussi le secteur dans lequel nous sommes, de façon à ce que nous puissions nous positionner comme le meilleur employeur dans ce domaine-là. Donc, en déployant une série d'actions qui soient cohérentes. Voilà. Tu parles de cohérence, tu parles de faisceau d'action. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dirigeant et membre du COMEX ou du CODIR, je ne sais pas comment on dit à la CIE. Oui, CODIR? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est progressif, hein, évidemment, mais en termes justement de stratégie, de positionnement et d'influence pour faire valoir justement le pouvoir du capital humain dans la construction de la marque globale. Est-ce que le marketing, est-ce que les opérations, est-ce que la direction générale, est-ce que c'est devenu une évidence pour tout le monde de la même manière? Est-ce que tu as dû faire preuve de patience et de stratégie d'influence particulière? Comment est-ce que tu peux nous décrire justement cette chose qui est d'ailleurs extrêmement intéressant dans la fonction du dirigeant, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ce n'est pas du tout évident, déjà d'un point de vue organisationnel. D'un point de vue organisationnel, chez nous, la communication institutionnelle est portée par la direction générale. Donc, le directeur de la communication externe et marque est rattaché au directeur général.
Le directeur de la communication interne, c'est un de mes collaborateurs directs. Donc, il dépend du directeur central des ressources humaines que je suis. Donc, communication interne aux ressources humaines pour mieux apporter un appui à la communication RH. Et puis, la communication commerciale, elle se trouve à la direction marketing. Donc, à partir de cet instant-là, déjà, d'un point de vue stratégique, formel, organisationnel, il nous faut travailler ensemble pour aller vers la cohérence nécessaire. Or, cette cohérence-là, elle se construit aussi par les actes que l'entreprise pose au quotidien à travers ses collaborateurs. Donc, le collaborateur qui est à moto, qui vient, par exemple, Emmanuel, chez toi pour relever ton compteur, oui, il faut qu'il comprenne que l'acte qu'il est en train de poser contribue à renforcer ou à dévaloriser l'image de l'entreprise. Or, cette image doit agir, elle doit attirer de façon à ce que nous puissions avoir les meilleurs profils dans notre domaine pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc, vous voyez que ça, ce n'est pas toujours évident. Il y a des tiraillements, on est obligé de se parler, on est obligé de travailler ensemble, de coopérer, parce que la marque employeur et toute la communication RH qui s'ensuit, qu'elle soit institutionnelle ou corporate ou autre, ne pourrait souffrir d'une quelconque distorsion. Parce que la dissonance ici, elle va se payer cash entre les discours que nous tenons et la réalité. On peut récolter un turnover assez important. On peut récolter des tensions sur le marché parce qu'on n'est pas en mesure d'attirer et donc d'avoir les ressources dont on a besoin. On perçoit bien l'enjeu qui effectivement dépasse la simple gestion des affaires des ressources humaines, mais on est bien ici sur des enjeux qui touchent la stratégie et le modèle global de l'entreprise. Donc c'est très intéressant par rapport à notre hypothèse de départ sur justement cette place du capital humain comme asset pour l'organisation. Et je trouve ça très intéressant. On a parlé de digitalisation également. Il se trouve que je regardais un petit peu des chiffres autour de cela et une enquête française, en tout cas sur la population française, qui a été menée par le BCG, par LinkedIn, c'est des indicateurs croisés, montre que 69% des salariés aujourd'hui souhaitent avoir des formations en compétences et culture digitale. Et donc, c'est aussi le résultat de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la transformation et l'accélération liée à la crise, mais pas que, ça remonte à probablement 20 ans maintenant. Comment toi, tu perçois ces choses? Alors, sur le digital en particulier, dans notre contexte, et puis de manière plus globale sur justement les compétences. Je sais que tu es un fanat de ce sujet, de l'obsolescence des compétences. Tu en parles depuis très longtemps en tout cas. Et nous aussi, on aime beaucoup en parler parce qu'on est en plein dedans. Il y a 10 ans, on en parlait en disant que c'est bientôt. Et puis là, on dit qu'on est dedans et que ça va continuer. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Fulbert? Alors, déjà, en partant de notre exemple, ici, on a mis en place un programme de transformation. Après avoir analysé l'environnement de notre entreprise, on est arrivé à l'idée que si nous ne changeons pas maintenant, nous allons subir le changement à terme. Or, le changement subi, vous n'avez pas forcément le choix. Ça peut se faire même de manière violente. Donc, le stade suprême même du changement subi, c'est une crise qui apparaît. Alors, donc, partant de là, nous avons mis en place un certain nombre de projets de transformation avec un socle au niveau digitalisation. Donc, à partir de cet instant, premier élément en tant que RH que nous avons perçu et traité avec tous les autres managers et tout, c'était d'intégrer tout de suite la conduite du changement dès le départ. Dès le départ, de façon à mieux en maîtriser les leviers et amener aux résultats que nous souhaitons. Deuxièmement, nous-mêmes, RH, sommes impactés par ces projets de transformation. Par exemple, on avait un projet sur la transformation des métiers en lien avec l'évolution des compétences. Donc, transformation, évolution des compétences. Donc, qui parle d'évolution des compétences va parler, comme tu le disais tout à l'heure, d'obsolescence dans certains domaines.
Et du fait de la digitalisation qu'on est en train de pousser, il se trouve qu'il y a certains métiers qui tout de suite arrivent à transformation. Donc, ce projet-là, nous l'avons porté de bout en bout, de façon à identifier tous les facteurs de changement dans ces métiers-là, à mettre à jour tous nos référentiels de compétences pour que notre système d'évaluation des compétences puisse opérer pour nous permettre de maintenir à niveau les compétences à travers tous les plans de transformation, d'ajustement des compétences que nous avons mis en place. Donc voilà un des éléments concrets de l'intervention aujourd'hui de la digitalisation, mais en lien avec l'obsolescence des compétences que tu as évoquées tout à l'heure. Dans la mesure où toujours cette hypothèse sur le capital sur lequel on investit, qu'on accompagne, qu'on enrichit, et donc on l'a dit tout à l'heure avec la marque qu'on veut fidéliser, comment est-ce qu'aujourd'hui ce plan dont tu parles, quels sont les bénéfices, ou en tout cas qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui, quelles leçons tu en tires après quelques années de pratique? Est-ce que la culture de l'apprentissage se développe et se diffuse naturellement? Est-ce que ça demande d'être extrêmement proactif et ça demande justement des efforts de communication particuliers? Comment est-ce que tu peux nous analyser aujourd'hui cette mise en œuvre de ce plan, notamment sur ce qu'on appelle peut-être le upskill ou le reskill des collaborateurs? Oui, je vais aller encore sur un exemple concret. On a une direction qu'on appelle la direction de transport d'énergie, donc qui gère les lignes très haute tension que vous voyez, c'est 225 000 volts. Et là-bas, les compétences sont très pointues. Et à partir d'un incident qu'on a connu, nous avons, avec le métier, nous sommes assis, on a commencé à analyser l'incident comme ça se fait quand ça arrive chez nous. Et à l'analyse de l'incident, on s'est rendu compte qu'on était déjà pratiquement à la porte d'une rupture de compétences dans la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a de nouveaux collaborateurs qui sont rentrés et qui devaient gérer un certain nombre de segments des métiers qu'on connaissait. Mais au niveau hiérarchique, il y a eu, puisque nous avons une politique de mobilité très poussée, donc il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'évolutions, de changements. Et ceux qui étaient des techniciens dans leur domaine et qui montent, par exemple, comme chef de section ou chef de service, et donc qui montent dans la chaîne, managériale, n'avaient pas l'expérience nécessaire dans les nouveaux postes qu'ils prenaient. Donc, à partir de cet instant, très rapidement, on a mis en place un plan d'urgence de montée en compétences. Et donc, ce qu'on pourrait appeler ici l'upskilling, de montée en compétences, mais aussi qui s'est accompagné d'un certain nombre d'actions de requalification ou de reconversion qu'on pourrait appeler le reskilling ici. Donc, à partir de cet instant, on a expérimenté ce qu'on appelle les actions de formation en situation de travail. Ça veut dire quoi? On a fait appel à des anciens du métier qui étaient déjà sortis et qui sont revenus. Et au lieu de faire de la formation classique dans notre centre des métiers où les gens devaient partir pour 2 jours, 3 jours, parfois 5 jours, on les a mis en situation de travail et les anciens les accompagnent depuis bientôt 2-3 ans, les accompagnent justement en situation de travail pour pouvoir acquérir le geste professionnel qu'il faut. Donc là, l'apprentissage se fait concrètement en situation de travail. Et derrière, on déploie tous les outils de l'ingénierie de la formation pour pouvoir assurer l'évaluation en situation de travail et tout, et corriger tout ce qu'il y a. Donc, à partir de cet exemple concret, je crois avoir répondu à ta question. Oui, absolument, c'est très clair et on comprend le déclencheur. Et il faut toujours qu'il y ait un déclencheur, je pense, même si on a la stratégie, si on a la vision, et à un moment donné, souvent, il faut un élément déclencheur pour mettre en œuvre. Donc là, tu nous l'as bien décrit. Ensuite, c'est apprendre en travaillant ou travailler en apprenant. Je ne sais pas comment il faut dire. C'est le principe. Oui, les deux. On peut dire les deux. Les deux. Et de ce point de vue, le digital est devenu aussi un allié.
sur l'étude que je mentionnais tout à l'heure, 56% des RH estiment que le digital est un dispositif essentiel et très efficace dans la formation. Est-ce que cette dimension de la formation via le digital est aujourd'hui à intégrer complètement ton environnement de travail, Fulbert? Et sur quel sujet, si c'est le cas, sur quel sujet aujourd'hui vous utilisez des supports digitaux et des contenus digitaux? Alors, en ce moment même, je pilote une équipe de travail en lien avec notre centre des métiers qui travaille justement à faire évoluer nos dispositifs de formation, donc toute notre stratégie formative. Parce que nous sommes 5000 personnes. Si on doit déployer, par exemple, des actions de formation par personne, imaginez le volume de formation à réaliser. Mais à côté de cela, il y a toutes les formations liées à l'intégration, il y a toutes les formations liées à la culture digitale qu'il faut instaurer, parce qu'on n'a plus le choix. Et donc, vous voyez, le volume, c'est vraiment une forme d'industrialisation. Donc, nous travaillons avec une équipe e-learning qui a été mise en place au sein de notre centre de métiers de formation. Nous travaillons justement à faire monter en e-learning un certain nombre de formations, voilà, qui n'ont pas besoin qu'on soit en salle, mais il y a des formations qu'on peut commencer en e-learning et terminer en salle. Donc, à ce niveau-là, on a également prisé le blended pour permettre aux uns aux autres, à travers un axe de formation qu'on a appelé passeport, qu'on ait des actions de formation pas très longues, donc qui permettent d'aller vers les objectifs souhaités. Donc, pour dire que on ne peut pas, en tout cas dans notre domaine, vu les volumes de formation, nous ne pouvons pas nous passer du digital et nous avons commencé à utiliser le digital pour faire un certain nombre de formations. L'utilisation, par exemple, de Teams, de tous les de Visio, de Google Meeting, tout cela a été fait en ligne. Donc, à partir des formations qui ont été montées en ligne pour nous permettre effectivement d'y arriver. Voilà. Donc, on est en plein là-dedans. Tu peux nous donner quelques thématiques de formation ou quelques sujets? Est-ce qu'on est sur du technique, du soft skills? Est-ce qu'on est sur des compétences managériales? Ou est-ce que c'est tout ça? Quelles sont les priorisations sur cette partie-là? On a commencé par la technique, vous voyez, parce que dans notre domaine, la sécurité est consubstantielle à toutes les actions que nous posons en matière d'électricité. Donc, la sécurité électrique, c'est avec les formations liées à la sécurité électrique que nous avons démarré les formations e-learning. Donc, à côté, il y a également tout un certain nombre de formations qui sont liées au management, mais c'est des situations concrètes managériales, voilà, qu'on rencontre pour permettre à ceux qui arrivent nouvellement dans la fonction d'être en mesure d'avoir un premier niveau avant d'aller un peu plus loin dans les formations. Pour le moment, on n'a pas encore fait de formation sur les soft skills à partir du digital, mais c'est des choses qui sont envisagées. Alors là, tu parlais de ton organisation, ton regard sur en Afrique de l'Ouest, Afrique francophone, ton regard justement sur ce sujet-là du upskilling, donc de la formation continue, de l'apprentissage aussi autonome via le digital. Quelle est ta position? Est-ce que tu trouves que c'est pris suffisamment au sérieux et que les sujets sont traités, que les entreprises y vont? Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu lent au regard de ce qui se passe par ailleurs dans le monde? Comment tu vois les choses dans notre contexte? Alors, pendant mes congés vers la fin de l'année, le dernier trimestre de l'année, j'ai un peu tourné dans la sous-région, Oui. changé avec beaucoup d'amis aussi. J'ai vu que sur la formation, on est encore sur la manière traditionnelle. On est encore à ce niveau. J'ai vu dans beaucoup d'entreprises où on fait ce qu'on appelle le plan individuel de formation. On donne à chacun, il choisit, je veux faire Excel, je veux faire l'anglais, je veux faire ceci. Mais pourquoi je le fais? Bon, on ne sait pas. Donc, on est encore dans cette forme traditionnelle-là, même de
d'identification des besoins de formation et autres. Voilà. Alors, nous, depuis 2014, on a lancé la démarche compétences, justement, pour que les besoins de formation soient issus de l'évaluation des compétences. Donc, à partir de l'évaluation des compétences, donc, sur la base de nos référentiels de compétences, on peut identifier des besoins de formation qui soient liés à des compétences dures, comme on le dit, les hard skills, mais qui peuvent être liés aussi à des compétences, des soft skills. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de privilégier, mais comme je l'ai dit, ce que je vois autour de nous, on est encore en grande partie dans l'ancien format. Et c'est là où vous allez trouver, par exemple, quelqu'un qui va partir d'un pays à un autre pour dire, bon, je vais en formation, mais en réalité, la formation ne va servir que de prétexte. Voilà, on veut gratifier un collaborateur de quelque chose, on dit, bon, on va voir un pays, mais alors qu'on aurait pu organiser ça autrement. Voilà, on aurait pu organiser ça autrement, on met la formation en avant, mais cette formation-là, son retour sur investissement n'est pas évident. Et puis, une des difficultés qu'on rencontre également, c'est que beaucoup de formations sont réalisées, mais elles ne sont pas évaluées. L'évaluation post-formation n'est pas faite en grande partie. Donc, on ne sait pas si les objectifs ont été atteints ou pas, mais l'année qui suit, on continue, on inscrit les gens à aller à la formation parce que, bon, politiquement, ça fait courir, je consacre 2% de ma masse salariale à la formation, mais en réalité, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Mais nous qui sommes dans des domaines très techniques comme les nôtres, on ne peut pas continuer sur cette voie. Sinon, dans tous les cas, ça va nous rattraper. Voilà. Et quand ça nous rattrape, c'est Emmanuel qui va appeler pour dire « j'ai pas d'électricité chez moi ». Tu fais le lien très concret avec le consommateur final. Mais Ouais. non, c'est super intéressant parce que ça paraît assez évident et pourtant, il faut vraiment le dire et le répéter parce que ça renvoie à notre idée de logique d'investissement et de retour sur investissement. Et donc, la formation, effectivement, est un bloc important entre guillemets, du pouvoir RH, traditionnellement. Et donc, il est important de dire et de redire avec conviction la manière dont il doit être développé et utilisé pour créer de la valeur, quoi. Et donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Écoute, on a dépassé la moitié du format, là. Il est 16h, presque 16h40. Je remercie toutes les personnes qui sont avec nous. N'hésitez pas à poser des questions. On va continuer avec Fulbert pendant 10 minutes. Et puis posez vos questions et comme ça, Fulbert pourra y répondre voilà, pendant 15 minutes. On aimerait bien pouvoir répondre à vos questions spécifiques. Merci Swazik. Je vois que tu reprends les axes forts de la discussion et de l'échange. Ouais. C'est vraiment bien de pouvoir les relire en live. Et donc, vraiment, les personnes qui sont là, et on les remercie, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il y a un sujet que tu as évoqué avec moi aussi, et qui a été d'ailleurs, déjà, on en a parlé en filigrane, mais c'est l'engagement. Ouais. Moi, je vois toujours des chiffres vraiment amusants. Enfin, c'est pas amusant d'ailleurs, ça peut être inquiétant, mais où on voit des décalages entre. Alors, pareil, je reprends un chiffre sur cette étude que je mentionnais tout à l'heure, où 21% des salariés ne se sentent pas toujours à l'aise pour être sincères sur leurs attentes au sein de l'entreprise et leur propre épanouissement. Et en face, 71% des dirigeants affirment que l'engagement est essentiel à la réussite de l'entreprise. Donc, en fait, on se retrouve avec d'un côté des personnes qui ne se sentent pas forcément entendues sur les leviers dont ils ont besoin pour l'engagement, et puis de l'autre côté des dirigeants qui disent mais non, mais nous on veut de l'engagement et on sait que c'est important pour l'entreprise. Donc ça fait que du coup cette notion d'engagement, on a du mal à la comprendre ensemble, c'est-à-dire d'être aligné sur ce que ça veut dire. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je sais que tu en as fait un élément important de ta communication interne. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Fulbert, s'il te plaît? Alors, l'engagement, je dirais, ça peut être à la fois individuel et collectif, hein. Et c'est vrai qu'on le dit,
L'engagement, c'est important pour la performance de l'entreprise et tout. Le dire ainsi, ça paraît si simple. La preuve, pour l'évaluer, pour mesurer cet engagement, ce n'est pas du tout évident. Je crois qu'il y a un des indicateurs qui est beaucoup utilisé, comme dans le marketing, qui est l'employé net promoter score, qui permet aux collaborateurs de pouvoir répondre à une question où on leur demande s'ils sont en mesure de proposer cette entreprise-là à quelqu'un d'autre dans leur entourage ou ailleurs. Mais ce à quoi l'engagement renvoie finalement, c'est la satisfaction au travail, la satisfaction quotidienne au travail. Et l'engagement ne prend son sens que dans un certain nombre d'éléments clés. Pour moi, il y a le sens du travail. Exemple, j'ai un cadre ici qui a démissionné et dans l'entretien de départ qu'il a eu avec moi, ce que j'ai capté, c'est qu'il estime que le travail qu'on lui demande de faire en tant que cadre n'est pas valorisant. OK. Voilà. Donc, pour ça, il part. Donc là, il y a le sens du travail. Il y a la confiance. La confiance, il y a l'écoute et il y a aussi l'autonomie. Et c'est là où nous, en tant que RH, nous nous retrouvons avec les managers. Parce qu'en réalité, ce sont les managers qui sont les premiers RH de leur structure. Et donc, c'est eux qui, au quotidien, sont amenés à donner vie à ce que l'entreprise a annoncé dès le départ, c'est-à-dire dès le processus de recrutement. C'est pour ça que pour moi, l'engagement prend sa source dès l'expérience candidat. Dès l'expérience candidat, l'engagement prend sa source. Parce qu'au quotidien, le manager, quand on dit dans notre entreprise, l'équité est une valeur forte, ouais. L'équité est une valeur forte, comment ça s'exprime? Ça va s'exprimer dans la rémunération, ça va s'exprimer dans la promotion, ça va s'exprimer ouais. dans les mobilités, dans la reconnaissance. Mais cette promesse-là m'a été faite dès l'étape de ma candidature. J'arrive au quotidien, je suis avec un manager et je vois que les décisions qui sont prises mais sont en parfaite contradiction avec ce qui m'a été annoncé. Donc, à partir de là, je déchante un coup dur. Et ce coup dur-là va se ressentir dans le désengagement. Il y en a qui parlent de démissions silencieuses, le quiet quitting, mais c'est cela. Donc, l'engagement, pour moi, c'est vraiment la satisfaction au travail et cet engagement peut s'exprimer d'un point de vue individuel ou collectif. Et à partir de cet instant-là, il faut qu'on comprenne qu'il y a un certain nombre de leviers. Voilà, c'est pour cela que d'ailleurs, chez nous, par exemple, la mobilité est un axe fort. Avant, c'est le collaborateur qui cherchait à savoir comment est-ce qu'on va développer ma carrière. Et nous, on l'entendait souvent, on dit je n'ai pas de profil de carrière. Même dans les entreprises privées, ça se disait comme dans l'administration. Mais aujourd'hui, si vous ne prenez pas, vous n'anticipez pas pour proposer aux talents qui arrivent des perspectives d'évolution, mais il peut vous abandonner parce que c'est un des leviers de l'engagement. Comme je disais avant, c'est l'entreprise c'est le collaborateur qui s'en préoccupait. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui doit s'en préoccuper. Donc, c'est un exemple concret de levier d'engagement pour dire que quand on dit l'engagement est au cœur de la stratégie GRH, c'est vrai. L'engagement est étroitement lié à la mise en œuvre des actions liées au capital humain, c'est vrai, parce que l'engagement a un impact nécessairement sur les performances de l'entreprise, sur la réputation de l'entreprise, sur l'image que l'entreprise dégage, parce que ce lien fort que je tisse avec l'entreprise m'amène à me surpasser et d'aller au-delà de ce que l'entreprise pourrait attendre de moi. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette notion. Écoute, c'est très, très clair et c'est super intéressant. Finalement, tu nous aides à comprendre la dimension complexe de l'engagement qui repose sur, déjà, en termes en chronologie, c'est finalement à différents moments qu'elle se conforte, la promesse, liée ensuite à l'engagement du collaborateur. Elle peut se défaire aussi à certains moments du parcours du collaborateur.
Elle se joue aussi à différents niveaux, au niveau effectivement du RH en tant que tel. Mais tu as bien mentionné que le manager était le premier RH et que sur sa dimension, sur son périmètre à lui, en tout cas d'accompagnement, il doit évidemment être aligné avec les valeurs qui sont édictées ou en tout cas qui sont partagées au niveau du groupe tout entier. Justement, ce niveau managérial, est-ce que ça veut dire que dans le recrutement ou dans la formation des personnes qui deviennent cadres ou managers dans l'organisation, est-ce que tu as un accompagnement spécifique sur cette dimension-là, sur la dimension de compréhension de la culture de l'organisation, des compétences associées aux valeurs, de la capacité à incarner et à être ambassadeur d'une certaine manière? Comment est-ce que vous gérez cela au niveau managérial? Et quelles sont les résistances que vous vivez dans la mesure où on sait que le manager, alors il y a le jeune manager et le manager plus expérimenté, mais c'est pas toujours la personne la plus facile à manœuvrer dans la mesure où justement elle a un sentiment de savoir les choses, un sentiment bon voilà, je te fais pas un dessin. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cela? Oui, alors, effectivement, nous sommes dans un domaine où on a beaucoup de managers techniques. Alors, ce à quoi on est arrivé, c'était que à un moment donné, on a déguisé des techniciens, des experts en management. Résultat, on a perdu de très bons experts et on a récolté de piètres managers. Donc, sur cette base, qu'est-ce que nous avons fait? Dans notre stratégie de formation, il y a un axe spécifique lié à ce qu'on appelle la ligne managériale, dans toute sa dimension, qu'on soit manager de base jusqu'au sommet. Et pour ceux qui sont dans le domaine technique d'électricité pure, parce qu'on a des managers qui sont dans les fonctions support et autres, pour ceux-là qui sont dans le domaine technique d'électricité, on a bâti un programme de formation des managers techniques. Donc, ce programme, il a deux entrées. Il y a une entrée technique qui leur permet, parce qu'ils ont besoin de la technique pour pouvoir encadrer leurs équipes. Donc, ce volet technique leur permet de se frotter à d'autres managers du même type dans notre domaine. Donc, on peut les amener, par exemple, en France, chez Réseau de transport d'électricité ou chez EDF, pour voir comment, effectivement, cela se passe. Ils peuvent aller à des salons et autres. Et puis, à côté, là, il y a toute la dimension leadership. Leadership qu'on développe et on a identifié une série d'actions de formation, notamment, par exemple, comment piloter une équipe de manière opérationnelle, par exemple, la gestion des projets, par exemple. On est même allé jusqu'à la finance pour non-financiers, pour certains qui sont sur des unités qui s'apparentent à des business units. Donc, on a fait ce programme spécifique qui leur permet d'avoir à la fois une dimension technique et managériale. Et puis, il y en a où on a développé la partie leadership quand on est surtout dans les métiers support comme les ressources humaines, comme la finance, comme la supply chain. Donc ici, on a développé la vision du manager, mais à la fin, dans le parcours, et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant, c'est que vous pouvez entrer chez nous aujourd'hui en tant qu'ingénieur. Vous êtes tous deux ingénieurs, vous entrez, mais à la fin, il n'est pas sûr que vous deux, vous puissiez occuper des fonctions de manager. Donc, ce qu'on a fait, parce que très souvent, la partie managériale, en termes de rémunération, était beaucoup plus avantageuse que la partie technique. Donc, on a créé, comme je dis, on a créé donc deux filières. Donc, vous pouvez aller jusqu'à être manager. Si après
vos performances techniques, vous êtes en mesure d'embrasser justement cette fonction de manager à partir de vos soft skills et tous les autres éléments à prendre en compte. Et puis, vous pouvez être un expert dans votre domaine sans avoir à être manager, mais et avoir le niveau de rémunération qui vous aurait pu être accordé si vous étiez manager. Donc, quand on a mis en œuvre ces deux filières-là, on a commencé à avoir de bons experts dans leur domaine, capables de traiter des situations difficiles, extrêmement complexes, et d'apporter des solutions. Et on a commencé aussi à avoir de très bons managers capables de pousser les collaborateurs vers la vision de l'entreprise et de pouvoir permettre finalement à l'entreprise de gagner. Voilà. C'est très intéressant. Ce dispositif, vous l'avez mis en place à quel moment, Fulbert? On l'a mis en place quand on a lancé la démarche compétences, donc dès 2014, mais il a commencé à être opérationnel en 2016. D'accord. Et donc, aujourd'hui, positivement, vous percevez un shift de culture sur on ne devient pas manager par les années d'expérience. Hein. C'est pour schématiser, mais bien par l'acquisition des compétences nécessaires, que ce soit sur une dimension technique ou une dimension, on va dire, de leadership et de développement d'une équipe et du business. C'est un vrai shift dans la culture. Ouais. Très bien, très bien. Alors, je remercie encore une fois toutes les personnes qui sont là et je les invite vraiment à profiter de la grande générosité et expérience de Fulbert pour poser les questions que vous souhaitez. Swazik, n'hésite pas également, puisque tu es là, si tu veux interroger Fulbert sur une question plus spécifique. On arrive tout doucement au bout de notre échange et vraiment ça a été extrêmement intéressant parce que pratique et efficace, je pense. On a traité autour de cette idée de valorisation et donc oui, c'est ça, de valorisation du capital humain, l'idée que on vit des séquences comme des crises qui nous permettent d'accélérer la transformation, à partir desquelles on se rend compte que, notamment sur les compétences, sur les outils collaboratifs, sur la digitalisation de manière générale, il faut y aller. Ensuite, comment justement consolider et s'assurer que les résistances sautent et que tout le monde se mette à l'usage. On a parlé donc plus spécifiquement du processus de formation continue et du dispositif que vous avez mis en place. On vient de terminer en disant également sur des choix stratégiques pour justement bien appréhender la dimension managériale d'une carrière. Pourquoi, à quel moment et comment on accompagne. On a parlé aussi de l'engagement et on a parlé aussi en transversal de la communication qui vient porter cet ensemble d'actions RH et associées au capital humain. À partir de tout ça, Fulbert, quel pourrait être toi le message que tu as envie de faire passer aux professionnels RH et aux dirigeants, vraiment finalement à toute la communauté professionnelle qui veut progresser, qui veut avancer dans cette idée qu'il faut appréhender le capital humain dans toute sa complexité, dans toute sa richesse pour impacter l'organisation et la mettre au cœur des prises de décision d'un CODIR, voire même d'un conseil d'administration. Voilà, quel message aujourd'hui tu veux faire passer à partir de tout ce qu'on a échangé? À partir de nos échanges, ce que j'ai compris et j'ai aussi compris par expérience, quand on dit que le capital humain est la ressource clé de l'entreprise, ce n'est pas une vue de l'esprit. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais c'est comment ce capital-là, on va l'entretenir, comment est-ce qu'on va le faire grandir, qu'est-ce qu'on va investir dans ce capital pour qu'il puisse permettre à l'entreprise, en grandissant, qu'il puisse permettre à l'entreprise
d'atteindre ses objectifs. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va sur le marché de l'emploi et qu'on va chercher un talent, ce talent aussi a une aspiration. Il a un projet de vie et un projet professionnel quand il arrive chez vous. Et donc, l'entreprise doit être le lieu qui lui permet de donner vie à son projet, tout en permettant à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc, voilà ce à quoi nous sommes confrontés tous les jours, nous, en tant que managers, mais aussi en tant que manager RH. Et les managers opérationnels sont appelés à mettre cela en œuvre au quotidien. Ce sont eux qui doivent convaincre chaque jour les talents ou les collaborateurs d'être engagés au travail, de par leur comportement, donc en étant exemplaires, parce que les valeurs que l'entreprise défend doivent être portées par les managers, en donnant une résonance à la politique RH, parce qu'on ne peut pas dire dans la politique RH que nous privilégions l'équité et le manager va faire autre chose. C'est en contradiction et ça joue sur l'engagement des collaborateurs. Voilà. Donc, c'est le manager qui, chaque jour, est appelé à convaincre le collaborateur de mettre les ressources dont il dispose à la disposition de l'entreprise. Et une des ressources clés, c'est sa motivation. Une des ressources clés, c'est bien sa motivation. C'est vrai qu'au-delà de la technique, parce que même s'il a les compétences techniques et tout, mais sans motivation, il ne va pas les mettre en œuvre. Or, quand on parle de motivation, très souvent, nous, on a tendance à regarder tous les éléments intrinsèques, que ce soit du moins extrinsèques, les éléments de satisfaction pour parler comme les sociologues. Oui. Mais au-delà de ça, très souvent, et ça je l'ai abordé dans mon livre en parlant de la compétence, très souvent ce qu'on ignore, c'est le contexte de réalisation. Le contexte de réalisation a un impact fort. C'est pour cela que la phase d'intégration ne doit pas être occultée. Le recrutement n'est pas terminé tant qu'on n'a pas fini l'intégration du collaborateur. En tout cas, dès les premiers instants. Après le reste, le manager pourra prendre le relais. Donc, pour dire que c'est vrai, le capital humain, c'est la ressource clé. Mais cette ressource clé, elle a besoin d'être employée dans les meilleures conditions possibles. Elle a besoin d'avoir un cadre qui lui permet de s'exprimer. Elle a besoin d'avoir de l'autonomie pour pouvoir donner libre cours à son intelligence, à l'innovation, à sa capacité à aller au-delà des situations qu'on voit tous les jours. Donc, Emmanuel, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, à la suite de tout ce que nous avons échangé, mais aussi par expérience de ce que je vois chaque jour dans ce que nous faisons ensemble. Écoute, c'est super. Moi, je rebondis là-dessus et tu renvoies chacun à ses responsabilités d'une certaine manière. Il faut évidemment faire preuve, bon, pour convaincre, hein, il faut avoir une approche analytique, il faut faire preuve d'exemplarité, il faut utiliser les ressources à bon escient, il faut faire preuve de motivation, d'enthousiasme et d'engagement. Pour cela, il faut que les conditions soient réunies également, que le contexte favorise ces éléments, voilà, ces actions finalement. Et donc, je trouve ça intéressant. Tu sais, nous, on est sur l'évaluation de compétences, on a une approche systémique qui engage finalement l'analyse de couverture d'une compétence donnée sur le contexte dans lequel cette compétence est exprimée. Et donc, ça permet non pas de relativiser, mais ça permet en tout cas d'expliquer, de contextualiser le fait que c'est jamais figé, qu'un individu qui peut exprimer ou couvrir une compétence je dis au hasard, à 40, dans un contexte donné, il est tout à fait en mesure de l'exprimer à 60 dans un autre contexte. Et l'idée, c'est justement de comprendre cela. Et donc de ne pas se figer sur un potentiel ou sur une limite, mais bel et bien d'avoir cette approche systémique en disant dans quel contexte je vais être à même de m'épanouir davantage, d'exprimer davantage mes compétences et mes potentiels. Et donc cette approche de l'évaluation des compétences systémiques, c'est vraiment intéressant et c'est un petit peu ce que tu décris là. Voilà, je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi
d'être dans une logique de développement des compétences et pas simplement finalement d'évaluation et sanctions, si je puis dire, tu vois. Et ça oblige tout le monde à se remettre en question et à réfléchir à ce que l'on propose, le collaborateur à son entreprise et l'entreprise à son collaborateur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Écoute, finalement, Fulbert, tu vois, Madame Koné, Radija, te remercie de nous entretenir sur ces sujets. Peut-être que c'est des collègues, je ne sais pas, tu les connais peut-être. Monsieur Aizi, qui parle du volet gestion de talent à travers la communication transparente, ça permet de fidéliser les talents. Monsieur Hello est tout content aussi du partage qu'on a proposé. À Madame Koné, justement, est-ce que quelques tips pour un RH junior qui souhaite évoluer et atteindre un niveau d'excellence? Alors, tu as donné quelques éléments, mais si tu veux réappuyer sur quelques points, tu peux peut-être. Vas-y, je te laisse répondre à Madame Koné. Ok, alors, merci Madame Koné. Il y a un sujet que j'avais abordé avec la GRH il y a quelques années, c'était manager RH. C'était effectivement trait un peu à ce que Mme Koné demande, mais qu'on soit manager RH, qu'on soit financier ou comptable et tout, on est logé à la même enseigne, hein. Donc on entre dans l'entreprise, on est junior et on va gagner en expérience. Mais il y a ce que l'entreprise fait et il y a ce qu'on fait soi-même. Parce que, comme je le dis souvent aux collaborateurs qui arrivent, vous avez votre projet et l'entreprise a son projet. Voilà. Si les deux coïncident, c'est tant mieux. Vous serez dans le projet de l'entreprise et en ce moment-là, vous serez pris en compte. Mais si le projet de l'entreprise ne vous prend pas en compte, il faut que vous vous prépariez pour que vous ne soyez jamais surpris quand l'entreprise aura besoin de vous dans son projet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous entrez dans la fonction, il faut être curieux. Voilà. Être curieux, ça veut dire qu'il faut chercher à comprendre ce qui se fait, ce qu'on vous demande de faire, ce que vous pouvez faire, mais qu'on ne vous demande pas, et qui peut être utile, et qui va permettre à vos interlocuteurs parfois de changer leur regard vis-à-vis de vous. Voilà. Et il faut vous former. Il faut vous former. Il n'y a pas vraiment, je ne vois pas autre chose que sur la formation, dans la mesure où il y a peut-être des formations auxquelles l'entreprise va vous inscrire et tout. Mais comme je l'ai dit, selon vous, votre projet, vous pouvez vous former également. Mais une chose est certaine, à un moment donné, quand on va dire qu'on a besoin de telles compétences, vous devez être à même de dire « je l'ai, je suis prêt ». Voilà. Or, si vous n'êtes pas prêt, on lève la main. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt, vous laisserez passer une chance. C'est pour cela, quel que soit ce qui va se passer, il faut que vous soyez prêt. Et être prêt, ça veut dire anticiper, et l'anticipation, c'est une des valeurs clés que le manager RH doit cultiver. L'anticipation, oui, ça c'est clair. Alors c'est intéressant parce que tu finis par finalement mentionner des soft skills, hein, tu vois, cette fameuse curiosité qui est une soft skill par excellence, une soft skills d'ailleurs du 21e siècle. Alors, il y a 20 ans, on en parlait en disant attention, si vous n'êtes pas à même de capter les tendances, de capter l'information, de capter les enjeux et d'aller documenter là où c'est important, vous passerez à côté. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est soit noyé sous une information qu'on n'arrive pas à prioriser, qu'on n'arrive pas à classifier, qu'on n'arrive pas, soit au contraire, on est extrêmement finalement en pointe de ce dont on a besoin et on arrive à anticiper. C'est ce que tu disais finalement, c'est cette anticipation qui est super importante. Mais alors, curiosité, disposition pour apprendre, techno-learning, enthousiasme, tout ça, c'est des soft skills qu'on peut mesurer. J'en profite, hein, Fulbert, pour dire qu'on a ces outils pour les RH. On peut faire des référentiels de compétences comportementales, dont
un jeune RH ou un RH expérimenté a besoin dans un contexte qu'on vient de décrire avec Fulbert pendant 60 minutes. Et donc, n'hésitez pas à réfléchir et à identifier ces compétences dont vous avez besoin au-delà de ce que vous avez appris peut-être ou de ce qu'on apprend dans un cursus universitaire ou d'école sur les techniques RH. Mais cette dimension aujourd'hui d'être prêt et d'anticiper, elle repose beaucoup sur justement l'expression de compétences comportementales dont la curiosité fait partie, dont la disposition à l'apprentissage fait partie, et on en a comme ça plusieurs. Donc ça, c'est des sujets qui sont vraiment intéressants et qui finalement sont sous-jacents à toutes ces questions de comment appréhender la fonction, comment m'assurer d'être bien intégré dans l'organisation, de faire la différence, et donc dans une gestion de carrière finalement, de développement professionnel dans l'organisation. Alors, est-ce qu'on a une dernière question pour Swazik, qui est toute contente aussi, elle te remercie, c'est super. Très bien. Bah, écoutez, on est bien là, je pense qu'on a respecté l'horaire. Ouais. On sait que le temps est précieux pour tous, donc c'est important, je trouve aussi, de respecter le temps que tu nous as donné, Fulbert, et le temps aussi que les gens prennent pour nous suivre. C'est un talk qui va être mis à disposition en replay dans quelques semaines. Je te le ferai savoir, Fulbert. En attendant, je tiens vraiment à te remercier. Je tiens vraiment à remercier la communauté de Perf&Go. Et donc, ce talk était très riche et je pense qu'on a largement contribué à étayer l'hypothèse sur le capital humain, premier asset de l'organisation. C'est notre leitmotiv et je crois que tu es un très, très bon exemple de cela, Fulbert. Je te laisse la parole pour vraiment nous dire au revoir et donner ton mot de la fin. D'accord. Très bien. En tout cas, merci à Swazik, merci à Emmanuel pour cette opportunité que vous m'avez donnée d'échanger avec toute la communauté Perf&Go, que je salue avec beaucoup de chaleur. En tout cas, j'ai été ravi d'être avec vous et c'est avec beaucoup de plaisir que je répondrai à toutes vos invitations. Tout le plaisir a été pour moi et j'espère qu'on se retrouvera une autre fois. Voilà. C'est super. Merci à toi. Je te souhaite une très bonne fin d'après-midi, une bonne fin de semaine et à très bientôt sans aucun doute. Merci, Fulbert. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, à bientôt. Voilà, Fulbert nous a laissé. J'en profite pour vous remercier à nouveau. N'hésitez pas sur tous ces sujets de développement de compétences comportementales, d'évaluation, de développement, de venir vers nous, Perf&Go. C'est notre passion et notre expertise. Et je tiens encore une fois à vous remercier. Le prochain talk, c'est le 27 avril. On vous annoncera ça très prochainement avec une superbe invitée, une femme dirigeante. Et tenez-vous prêts à recevoir l'information via les réseaux sociaux, Perf&Go, Smartmetrics. Swazik, merci beaucoup et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'après-midi. Au revoir, à bientôt.